Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Aude Christelle Mba est une curatrice indépendante et une historienne de l'art camerounaise basée entre le Cameroun et les Pays-Bas. Aude s'engage dans la décolonialité à travers des projets de recherche, de création, de plateformes qui visent à transcrire, traduire et incarner les connaissances ancestrales. Ces expériences en tant que commissaire d'exposition comprennent des collaborations qui remettent en question les formes de fabrication et de présentation de l'art qui ont tendance à être centrées entre les institutions artistiques et les travailleurs de l'art. En 2017, Aude a travaillé en tant qu'assistante commissaire pour le Sud 2017, une triennale internationale d'art dans l'espace public organisée par Douala Art, un centre d'art contemporain basé à Douala. Elle a été co-commissaire de Sonsbic de 2020 à 2024 sous la direction artistique du Dr Bonaventure Sobedjeng Diko. Aude a été la commissaire de la section Curotech Project d'Artix Lagos 2021. Nous faisons sa rencontre à la Biennale africaine de la photographie de Bamako, édition 2022, où elle officie en tant que membre du jury. La pose d'art. Je vais commencer par la chose la plus évidente, qui est la toute première question que nous posons à tous nos invités. Comment es-tu arrivée à l'art, Aude? Comment je suis arrivée à l'art? Disons, mon arrivée à l'art, c'est une rencontre avec le dessin. Et je crois que je vais utiliser beaucoup le mot rencontre lors de notre interview. Qui est d'ailleurs un programme très connu que tu portes. Et c'est aussi parce que je pense que le mot rencontre, à mon sens, définit un peu ce que la pratique artistique devrait être. Et donc mon parcours, ma rencontre à l'art commence avec le dessin. Et c'est parce que je suis en classe de 6. Non, avant ça, je suis en CPE, cours 1-2. Je dois faire mon CEP, je crois, voilà. Et souvent au CEP, il y a une matière, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais il y a un cahier de morceaux choisis. Voilà, il y a cet aspect-là que tout le monde doit passer par là. Et moi, c'est un espace qui m'intéresse beaucoup, mais aussi les moments de dessin pendant les leçons de sciences, il faut reproduire le dessin que la maîtresse a fait. Ce sont des moments que j'adore et je le fais, à mon sens, très bien. Et le cahier de morceaux choisis, c'était un très bel exercice pour moi de dessiner des choses qui m'inspiraient, des choses que je voyais autour de moi, mais aussi de donner une forme souhaitée au cahier. Et par là, bref, je commence à vraiment m'intéresser au dessin. Je commence à faire des dessins à la maison. À la fin de mon cours moyen 2, je fais le portrait de mon papa. Il y avait sa photo là au salon et je me décide de faire son portrait. Et le portrait qu'il a pris, il l'a mis dans son bureau à la maison. Je ne sais pas s'il avait amené au bureau ou pas, mais donc j'ai mon CEP et je vais en 6e. Là-bas, en 6e, j'ai une camarade qui s'appelle Kwam, je ne me rappelle plus son prénom, qui fait aussi beaucoup de dessins. Elle fait des dessins de manga. Et moi, ça m'intéresse, donc je commence à m'asseoir à côté d'elle, à aussi reproduire ce qu'elle fait. Et ça commence à être vraiment une pratique quotidienne pour moi. J'achète des cahiers. Au Cameroun, on appelle ça cahiers travaux pratiques. Des grands cahiers là, avec des pages blanches. Et je me mets à faire des bandes dessinées, à raconter des histoires. Bon, c'était des histoires de princes charmants et tout. J'imagine. C'est l'âge, quoi. Ouais, les garçons, je me souviens, à cet âge, les garçons, on dessine des trucs liés à l'action, machin. Exactement, et nous, on est intéressés à rêver à comment les gens vont se marier et faire des beaux enfants. Voilà. Donc, je faisais ça et j'en produisais tellement que les gens au quartier étaient intéressés, les amis que j'avais au quartier, et prenaient des livres parce que c'était vraiment des cahiers assez consistants où je les remplissais de dessins et je racontais l'histoire. Je n'écrivais pas l'histoire après, donc je racontais cette histoire. Je me rappelle aussi que je faisais je lisais beaucoup aussi déjà des bandes dessinées. Le premier dessinateur que je connais, pourquoi j'oublie son nom, c'est un dessinateur camerounais. Il a produit le roman Solange. Ça sort quand je suis en 6e.
C'est la génération du collectif de dessin là. Boa BD, mais vraiment c'est l'une des premières personnes qui produit un truc qui devient collectif. Et Solange, à ce moment dans les lycées, c'était très populaire. C'est l'histoire d'une fille, une adolescente qui vit sa vie de lycée. Et je reproduis Solange, je le partage aussi à d'autres personnes. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon papa qui m'avait acheté la bande dessinée. Et donc, je continue comme ça. Mon papa, à cette époque-là, travaillait... Mon papa, c'est un enseignant. Il travaillait au ministère de l'enseignement secondaire. Et il rencontre un enseignant de l'Institut de formation artistique qui lui parle de l'IFA, de Mbalmayo, et qui lui dit, voilà un établissement. Mon papa partage avec lui le fait qu'il a sa fille à la maison qui dessine beaucoup. Peut-être que ça pourrait l'intéresser quelqu'un, ça pourrait l'intéresser à continuer peut-être à aller faire, voilà. Mais je faisais le dessin, j'aimais ça, mais moi je rêvais d'être avocate, médecin. Mais à chaque fois que je disais, mes parents se moquaient de moi, de ma sensibilité, du fait que je pleurais quand je voyais le sang à la télé. Ils me disaient, ah, c'est toi qui veux être médecin. Et donc mon papa rentre, il me dit, voilà, il y a une école qui fait ça, où tu peux aller apprendre du dessin. Et j'avais un peu une idée arrêtée. Je me disais, pourquoi je vais aller dans une école pour apprendre le dessin? Ça ne fait pas sens. Qu'est-ce que ça va déjà dessiner? Voilà, et qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que tu vois, il y a vraiment une idée arrêtée de, est-ce que là, ça te permet d'avoir un métier? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de modèle à la télé. Les modèles que tu vois, c'est médecin, avocat, voilà. Ce sont des métiers qui sont déjà très définis par la société et ce sont les métiers qui sont imposés aux enfants dans leur éducation. Et, mais toi, du coup, tu avais le soutien de tes parents? J'avais le soutien de mon papa. Mon papa, lui, il était ouvert c'est un enseignant et il était ouvert à la possibilité. Mais je suis en 6e à cette époque-là. Il me dit, OK, tu as le temps de réfléchir quand tu as... Parce que je sais que la possibilité pour entrer à l'IFA, c'est soit tu rentres avec ton CEP pour commencer en première année, soit tu rentres avec ton BEPC ou, comment ça s'appelle, CAP, pour entrer en seconde. Donc, il m'a dit, tu as tout le premier cycle pour penser, pour réfléchir à ce que tu veux faire. Et c'est comme ça que, bon, je ne sais pas si tu veux que je dise toute l'histoire, mais... Vas-y, on est là pour ça. OK, donc c'est comme ça que j'ai réfléchi. Disons que j'avais mis l'idée à côté dans le couloir, c'était là, ça marinait. Et moi, je continuais toutes mes études normalement. Mais en 3e, disons, j'étais dans un collège un collège privé. Je me sentais pas forcément à l'aise. C'était un collège où beaucoup de riches et mon papa, c'est quoi? C'est vie normale, quoi, vie modeste. Okay. Mais du coup, tu ne rentres pas à l'IFA en 6e? Non. Okay, je finis mon premier cycle et en 3e, il y a la matière qu'ils appellent conseiller d'orientation. Il y a un conseiller d'orientation qui vient vous parler pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire après le BPC. Vu qu'après le BPC, vous pouvez choisir vos différentes filières en fonction des... Ça repose encore vraiment sur les notes, sur est-ce que tu es bon en sciences, donc tu vas faire C, tu es bon, voilà. Et moi, je n'étais pas bonne en mathématiques du tout. Et je cherchais des moyens d'escapade, d'échappatoire. Okay. Je voulais quitter cet espace-là. Vraiment, personnellement, à ce moment, ce n'était pas un espace qui m'apportait beaucoup de choses. Je me débrouillais très bien à l'école, mais ce n'était pas un espace qui me... Donc, je voulais le fuir. Et je faisais comme seconde langue espagnol. Là, je découvre le nom de Picasso parce qu'il y a une leçon où on mentionne Picasso quelque part. Et quand on fait conseiller d'orientation et que la dame nous demande « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je dis « Je vais être artiste comme ça. » D'accord. Et toute la classe se met à rire. « Artiste, qu'est-ce que ça donne ?» Même l'enseignant se moque de moi. C'est quel enfant ça? Les gens veulent être des médecins, des avocats. Et j'avais dit artiste comme Picasso. La pause d'art.
Anyway, donc à la fin, j'ai mon BPC et je dis à mon papa, ok, tu m'avais parlé de cette idée, je pense que je voudrais voir la possibilité de peut-être y aller. Et il y avait un concours d'entrée, je suis allée, ils m'ont inscrit au concours d'entrée. Et quand je vais en Balmayo et j'arrive à l'IFA, je suis waouh, ça c'est l'espace où je dois être. Voilà. En termes d'environnement, c'était propre, il y avait les arbres autour, vraiment la nature, le calme, j'étais... Ouf. C'est vraiment le jour et la nuit entre le Yaoundé bruyant et l'espace. Donc, vraiment, mon amour pour aller à l'IFA, c'était d'abord l'espace même de l'IFA. Peut-être aujourd'hui, ça a changé avec les climats, je ne sais pas, mais c'était beau pour moi. Je fais le concours et je le passe. Et je me rends compte pendant le concours qu'il y avait des matières mathématiques, bref, d'autres matières que le dessin. Je me dis, oh wow! Ça veut dire qu'additionnellement, des leçons que je vais faire dans une école classique, il y a le dessin. Et Monsieur Dibanchou, c'était celui qui nous suivait. Il dit à ma mère, ah ouais, elle s'est bien débrouillée, vraiment, il faudrait... Et voilà, comme ça que je vais aller faire... Voilà. D'accord. Et quand tu y vas, c'est quoi l'ambiance là-bas, le cursus? Qu'est-ce que tu y apprends? Quand je vais à l'IFA, j'ai fait l'internat, j'ai fait le foyer. Vu que mes parents vivaient à Yaoundé et je Mais pouvais du coup, pas... quel était le regard de tes parents? Parce que tu es lycée, toi, la petite fille, à l'époque, couper le cordon ombilical comme ça. Mon papa n'avait pas de... Bon, mon papa était inquiet, mais disons que mes parents étaient inquiets, mais mon père n'avait pas de problème parce que j'ai grandi dans une famille catholique. Mon papa est catholique et il se sentait rassuré par le fait que le foyer, c'était un foyer catholique, donc il y avait la sœur et bref, il y avait un certain suivi. Donc, il ne se disait pas que j'envoie mon enfant à l'air libre. À l'aventure. Voilà. Et ma mère, elle avait beaucoup de doutes en ce moment. Ce n'est pas un domaine qu'elle connaît, elle n'y voyait pas de perspective. Et elle s'inquiétait, est-ce que c'est vraiment le bon choix d'aller dans une école d'art? Donc, elle avait encore beaucoup de questions. Mais mon père a toujours été à mes côtés. Il m'a poussé, il m'a dit, écoute, vas-y, tu fais ce qui est possible. Et en seconde, les premiers mois, je crois les 3 premiers mois, premier trimestre, vous faites tronc commun, peinture, céramique et sculpture. Et vous devez, peut-être le premier mois, et après vous devez choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Ou souvent, les enseignants eux-mêmes choisissent en fonction de votre habileté à manier soit la peinture, soit la céramique. Et j'ai la discussion avec mes parents. Ma mère veut que je fasse céramique parce qu'elle y voit plus de débouchés, peut-être la possibilité de faire décoration d'intérieur ou d'offrir des produits, tu vois. Il y a cette possibilité commerciale-là. Et mon papa, lui, il est fais ce que tu veux. Et je me retrouve en peinture. Disons que ma première leçon d'art, celle qui m'a frappée, qui est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, c'est ma leçon d'histoire de l'art avec M. Dibanchou. Et c'est la définition de l'art, c'est parcourir les images d'artistes qui ont existé, d'écrire sur eux. Bref, j'ai senti qu'il y avait un appel quelque part dans cet espace-là, dans cet espace théorique. Et tout mon parcours, j'ai toujours été brillante en histoire de l'art. À un moment, j'ai même fait ce qu'ils m'appelaient le DJ. Donc, l'enseignant me choisissait pour mettre les diapos, les images des artistes. J'ai trouvé ça facile et passionnant, parler des artistes, écrire sur leur travail. Même si aujourd'hui, avec le recul, j'ai des critiques par rapport au contenu, à la structure, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui, justement, les critiques que tu as vis-à-vis de cette infrastructure-là? La première critique pour moi arrive quand je vais à l'université. Oui. Et à l'université, à Yaoundé 1, la structure est un peu plus différente. Parce qu'on le sait, le département a été fondé par des personnes qui ont fait de l'anthropologie ou de l'archéologie, de l'art, disons ça. Des gens comme Jean-Paul Notué, qui avait... mais avant lui,
les personnes qui ont fondé, je ne me rappelle plus si c'était Angers 20, c'était vraiment des personnes qui étaient intéressées au côté, l'histoire africaine, qu'est-ce que les peuples africains faisaient avant. Donc je me dis que ça a eu un parcours sur les contenus des programmes, ce qui fait qu'il y a vraiment un espace qui est donné à étudier qu'est-ce que l'Afrique et la richesse de l'Afrique sur le plan artistique, même s'il y a encore la tendance très anthropologique ou ethnographique. Donc, ce que je vois, c'est que entre le programme de l'université et le programme de l'Institut de formation artistique, il y a une grande différence. C'est que le programme de l'Institut de formation artistique, il est à 99% occidental. De la seconde jusqu'en terminale, ce qu'on étudie, c'est vraiment se regarder vers l'extérieur, l'histoire de l'art, vu qu'on appelle ça histoire de l'art. Ouais, mais malheureusement, l'histoire de l'art, c'est purement occidental. C'est cubisme, fauvisme, ça n'inclut pas les espaces géographiques comme l'Asie, l'Afrique. Est-ce que c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'art en Afrique? Et le seul chapitre qu'on a sur l'art africain, c'est en terminale, un seul chapitre sur l'art africain. Donc moi, ça me fait, c'est intriguant quoi. Et d'aller apprendre ça à l'université, c'est comme ça que je me mets à aussi questionner. Et je l'interroge encore jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de projets que je fais. Mais après, donc, tu finis à l'IFA ou bien sûr à l'université. Déjà, tu as ce regard critique-là. Mais l'université aussi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as reçu là-bas en tant que leçon, en tant que théorie? Voilà. Est-ce que c'est en phase avec ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des manquements? J'ai toujours apparu comme quelqu'un qui est critique par rapport à ce que j'ai reçu. Mais en fait, les gens disent, je me rappelle, les gens disaient, comme pourquoi cracher sur la maison qui t'a faite. Mais moi, je pense que tout le savoir c'est ça, c'est qu'il faut prendre les distances. C'est pas qu'il faut tout avaler et faut prendre. Remettre les choses en question. C'est comme ça que la connaissance se fait. C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus critiquer ce qui a été fait et tout. Et donc, comme je disais, le parcours de l'IFA, c'était ça. Moi, j'ai fait peinture et ce qui est attendu à la fin de l'IFA, c'est que vous allez devenir des artistes. Vous allez produire des œuvres. Okay. Donc, j'ai beaucoup de mal même à accepter ouvertement que je vais à l'université pour étudier l'histoire de l'art parce que c'était ça ma direction. Et je dois dire merci à M. Jean-Jacques Kanté qui m'a pris vraiment sous ses ailes depuis la seconde depuis la première jusqu'en terminale, mais c'est vraiment en terminale qu'avec les gens David, l'État Limborg, Kenov, on a commencé à former un certain groupe de personnes qui travaillent ensemble. Jean-David, Limborg, Kenov, ce sont des artistes camerounais pour ceux qui ne le savent. Et ce sont mes professionnels à l'Institut de formation artistique. Donc, et c'est avec eux qu'on commence à former. Je crois que c'est même comme ça que comment s'appelle la résidence à Batiela. Oui, commence à se créer. Et donc, on va dans son atelier, on partage des choses avec lui, on peint, on fait beaucoup de peinture, je peignais. Et c'est avec lui que j'ai la conversation sur « je voudrais aller à l'université ». C'est vraiment lui qui me booste. Il m'encourage. Mais du côté de l'IFA, il y avait la vision, aller à l'université, c'est une perte de temps. Ce sont les théoriciens, on ne sait pas ce qu'ils font pour la scène artistique. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que le contenu à l'université, la théorie, c'est bien la théorie. Moi, je n'ai pas de problème avec ce que j'ai étudié à l'université. Ça me sert même encore beaucoup. D'ailleurs, ma rencontre avec Dr Chande, un enseignant vraiment fantastique. Et sa connaissance est... Il a une connaissance empirique sur le domaine de l'art africain. Avec lui, je crois que c'est l'un des meilleurs. Moi, je n'en connais pas un autre au Cameroun. Donc, c'est avec lui que je vois vraiment la possibilité, tu vois, la possibilité de transformer le théorique en quelque chose parce qu'il écrit, il produit des choses à l'extérieur de l'université, de l'académisme. Et son enseignement essaie aussi de créer des liens à l'extérieur. Mais au-delà de ça,
On a tout, bref, on écrit beaucoup, on nous envoie à écrire sur les travaux d'artistes, mais on ne nous pousse pas à aller visiter les ateliers d'artistes. Je me rappelle avoir fait un exposé sur Christian Etongo, basé sur Google. Oui. Et un contact que j'ai eu avec lui sur Facebook. J'ai essayé de le rencontrer, mais je crois qu'il était en Afrique du Sud à ce moment-là. Okay. Et je pense que je suis la seule qui a essayé de traverser ça, qui ne sait pas juste... au-delà de Google. Voilà. Et moi, ça me faisait rire que des enseignants vont nous donner, ils vont nous dire, faites un exposé sur cette exposition qui est à l'Institut français, mais eux-mêmes, ils ne vont pas visiter l'expo. Donc, j'ai commencé à retrouver cet aspect très problématique du système académique. Et en regardant les gens qui sont venus avec moi et ma promotion, je sentais aussi qu'il n'y a pas de futur qui est présenté, qui est inclus dans le contenu du programme. Les débouchés, en fait, étaient très flous. C'est flou. En fait, il n'y a qu'un seul débouché que tu peux voir, c'est l'enseignement. Mais dis-moi déjà, toi qui t'orientes ainsi vers l'histoire de l'art, est-ce que tu avais des modèles déjà? Est-ce que, des référents? Quand je vais à l'université, mon premier modèle, bref, la personne avec qui je regarde un peu, c'est M. Jean-Paul Assako. C'est la seule personne que je vois qui fait quand même des choses à l'extérieur. Qui était à l'époque déjà le directeur il était directeur de l'IFA ou pas? Non, pas encore. Non, je ne pense pas qu'il a même été déjà directeur de l'IFA. Mais je sais qu'il faisait beaucoup de... Voilà, il organisait des ateliers. Il était la personne en charge d'organiser des ateliers sur l'art contemporain. C'est lui qui avait initié l'enseignement de l'art contemporain à l'IFA. Mais ça, c'était vraiment hors les programmes. C'est qu'il invitait un enseignant d'Italie qui allait faire des ateliers avec des personnes qui sont en terminale et on allait produire des œuvres. D'accord. Donc, c'est la personne avec qui je regardais quand même une possibilité de faire de l'histoire de l'art quelque chose de l'extérieur. Figure féminine. À ce moment-là, non. Vraiment, je dis à mes débuts de l'institut, de l'université, on ne nous apprend rien sur... L'enseignement, c'est le seul débouché. Je ne connais rien sur le commissariat d'exposition, rien sur la critique d'art. Vraiment rien. Et donc, je fais mes études et parce que je commence à me poser ces questions, je pense à mon année de 4e année. Oui. Les exposés qu'on fait sur les artistes commencent à me faire intéresser à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les académiciens et les artistes. Et je sais qu'il y a des artistes qui se plaignent ouvertement du fait que les gens de l'université, là, ils ne viennent jamais dans les ateliers. C'est encore le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, je commence à aller dans les ateliers des artistes. Je vais visiter les expos. Je rencontre, je me rappelle ma rencontre avec MCAL, je lui disais encore ça dernièrement à Amsterdam. Je te connais depuis, j'ai vu ton exposition à l'Institut français où il avait présenté les vidéos. Voilà. Et donc, je commence vraiment à être autour et à m'intéresser. C'est comme ça que je rencontre aussi. Je vais au Ravi. Non, peut-être ça c'était avant. Je décide d'aller faire un stage dans une institution au Cameroun, Banjul Station. Je crois que ça c'est quand je vais à ma 2e année université. Banjul Station qui est un espace créé par un artiste camerounais, Barthélemy Togo. Et les Ravis rencontrent Daviso de Yaoundé, un festival dédié à la vidéo. Oui. Voilà. Je ne sais plus si j'ai participé au Ravi comme assistant. Je crois que c'était avant. Donc, l'entrée me recrute avec le Goethe Institut, me recrute comme assistante à la curation avec Michel, je ne me rappelle plus trop de ce matin, Bach, un truc comme ça. Donc, je les accompagne et je vois tout le process, du background. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, si tu le permets. C'est que tu nous parles un peu du moment entre
l'étudiante, c'est-à-dire la théoricienne de l'université, et comment tu commences à découvrir des probables débouchés liés à l'histoire de l'art, comme la curation, la critique d'art. Comment ça arrive, ça? Oui, en fait, c'est pour ça que je veux parler de Banjul Station, parce que c'est ma résidence à Banjul Station qui m'a permis de connaître vraiment de façon claire qu'il y avait un débouché qui s'appelle commissariat d'exposition et... Ah non, je crois que je connaissais le commissariat d'exposition à travers mon expérience avec Landry Bassi et Martin Bach. Mais je ne savais pas qu'il y avait des Camerounais qui travaillaient dans ce sens. Je sais qu'Ange Chetmi me poussait même déjà. Elle était déjà vraiment sur la scène, oui. Mais je ne sais pas qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont cette pratique-là vraiment extensive, focalisée sur la promotion, je vais dire promotion entre guillemets, du travail des artistes africains. C'est la bibliothèque de Banjul Station qui me permet d'avoir vraiment une vue générale. Et c'est comme ça que je découvre le travail de Bissi Silva. De regretter mémoire. Vraiment, Bissi Silva, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est la personne qui a une influence sur moi et sur ma façon de penser. Même mon intérêt sur les questions de production de savoir. C'est comme ça que je découvre son travail, c'est comme ça que je découvre la personne de Simon Djamil. Je lis certains de ses textes pour des catalogues. Koyoko, pour Raw Material. Je découvre aussi, comment il s'appelle, Christine Eyene, par exemple. Vous avez déjà eu un podcast ensemble. Donc pour moi, je suis, waouh, il y a beaucoup de Camerounais qui sont vraiment sur ce métier. Et là, je décide, ok, je veux pas commencer à m'appeler. J'ai même encore du mal à m'appeler commissaire d'exposition, curatrice aujourd'hui. En tout cas, on a du plaisir à t'appeler comme ça. Surtout, reviens découvrir. Merci. Mais vraiment, disons que mon intérêt pour le commissariat ou ma pratique en tant que commissaire, c'est vraiment inscrit de façon naturelle. C'est que je veux combler un vide, faire le lien entre l'académique et l'espace professionnel, mais aussi essayer de combler le vide, de donner la possibilité aux artistes de parler de leur travail de façon différente. Justement, ça me donne l'occasion de te poser cette question parce que je crois que c'est peut-être l'une des choses que tu as mis sur pied pour combler ce vide-là, le programme Rencontre. Comment il te vient et pourquoi on le sait un peu, mais si tu veux bien en parler. Donc, à ma sortie de la résidence Banjul Station, je crois que je l'avais fait en novembre comme ça. Je sors de là et je me dis, ok, je vais commencer à créer ce lien-là, ce manque-là. Et ça me vient l'idée, ok, pourquoi ne pas rendre public l'espace intime que je vis avec les artistes quand je vais à leurs ateliers? Parce que en allant à l'atelier de l'artiste, tu apprends beaucoup de choses sur son parcours, sur sa pratique, mais aussi comment donner la possibilité aux gens qui sont à l'académique de rêver et de savoir qu'il y a beaucoup de possibilités de pratique. Oui. Donc, comment est-ce que pense aussi son travail, vu que l'apprentissage de l'art est encore aussi très classique. On vous donne pas... Sur les pratiques contemporaines, par exemple, ça restait encore très limité. Et souvent, quand on disait art contemporain, on ne parle pas trop des artistes camerounais, alors qu'il y a plein d'artistes camerounais qui ont une pratique artistique contemporaine. Et pas contemporaine, je dis contemporaine du temps, parce que c'est encore les débats de c'est quoi contemporain et tout. Et c'est comme ça, en ce moment, je suis en discussion avec Aliou Moussa. À l'époque, il pensait à son retour au Cameroun. Et je lui ai dit, écoute, si tu retournes au Cameroun, essayons de voir si c'est possible qu'on organise une rencontre entre toi et des étudiants pour que tu leur parles de ton travail, de ton parcours et tout. Il me dit, je suis intéressée, pas de souci. Et c'est comme ça qu'on fait première rencontre avec Aliou Moussa à l'université au Club des Arts de Yaoundé 1. C'est mon premier invité. Et voilà, j'avais cherché, je sais pas si j'ai mon amie Edwige, chez qui j'avais prêté, sa maman avait un vidéoprojecteur, je l'ai emprunté chez elle pour qu'on essaie quand même de voir des images du travail
Alioum Moussa. Et pour moi, rencontre, c'était vraiment ça. J'ai rencontré Alioum sur Internet et je veux qu'il rencontre et que les autres étudiants qui sont intéressés rencontrent sa pratique, mais aussi la personne qui est l'artiste. Et c'était un très beau moment, les gens ont aimé. C'est waouh, il faut vraiment qu'on ait plus. Et c'est comme ça que Rencontre commence à grandir. C'était vraiment un projet. C'est fou, même quand je pense à ça. Et franchement, si j'ai une critique à faire, c'est que peut-être c'est une question de personnalité. Mais j'ai l'impression que cette niaque que j'avais, je n'arrive pas à la voir en aucun jeune actuellement sur la scène artistique. J'utilisais l'argent que mon papa me donnait pour aller à l'université. Les artistes peuvent te le dire. Hervé Youmbi, qu'est-ce que j'avais? Je ne travaillais pas. Mais quand même, je pensais déjà à comment ne pas exploiter la présence des artistes. Comment quand même participer à payer au moins le taxi de l'artiste pour qu'il puisse participer. Je peux en témoigner parce que j'ai justement participé à l'une de ces rencontres avec Rodrigue Morg, voilà. Et vraiment, j'avais été surpris, mais très, très surpris qu'on me remette une enveloppe avec mes frais de déplacement, tu vois. Je me suis dit, Mbappé, c'est quoi? Il a les deux. Sans savoir que c'était l'argent de mon père. Voilà, tu vois, et vraiment, ce sont des choses qui, au pays, manquent énormément. Et ça, je ne parle pas du fait de l'argent, non, mais vraiment une proposition comme celle-là, elle manque énormément. Les artistes ne prennent plus la parole, mais du tout. Ouais. Ouais, et c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et je trouvais que c'est ça qui manque souvent. On a la possibilité d'avoir un petit discours pendant le vernissage d'un artiste, mais beaucoup d'expositions ne pensent pas aussi les espaces tu as dit médiation au début, comment traduire tout le contenu, tu vois, intellectuel, que l'artiste apporte à travers ses œuvres. Et souvent, il n'y a pas d'espace de conversation entre... Le programme public, il est inexistant. Voilà, il est inexistant. Les gens n'y pensent même pas. Ils ne le voient en aucun cas. Mais selon toi, c'est quoi? Est-ce un manque de formation ou d'information? C'est-à-dire des gens qui ont des espaces ne se renseignent peut-être pas sur ce qui se passe ailleurs. La pause d'art. Ça serait quoi selon toi? Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.